Caroline Béguet, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au Figaro et vous signez aux éditions du Cerf une enquête intitulée « La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises ». Un livre dans lequel vous plongez dans les racines de la crise qui secoue cet établissement prestigieux par lequel sont passés 5 présidents de la République, dont François Hollande et Emmanuel Macron. Une crise dont le dernier épisode majeur a vu en mars 2024 l'amphi Boutmi, le plus célèbre de l'école, être investi par des étudiants pro-palestiniens et rebaptisé pour l'occasion Amphi Gaza, un événement au cours duquel un incident au rôle antisémite a été identifié et qui a conduit le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, à se rendre sur place. Caroline Béguet, en quoi cet instant récapitule-t-il, selon vous, d'une certaine manière, certains des problèmes les plus importants qui traversent et qui secouent cette école, l'école de la rue Saint-Guillaume ? Alors écoutez, cette école de la rue Saint-Guillaume, elle a déjà des problèmes de gouvernance depuis la mort de Richard Descoings et elle a connu plusieurs crises successives et directeurs successifs. Et il se trouve qu'au moment de cet Amphi Gaza, au lendemain, le directeur de l'époque, Mathias Vichra, démissionne. Donc il laisse l'école sans tête. Et puis on a eu beaucoup de polémiques ces dernières années autour du wokisme. C'est un mot controversé mais qui reflète une réalité, c'est-à-dire de percevoir les luttes politiques sous le prisme des discriminations de race, de genre, social. Et finalement, avec cet amphi Gaza, on arrive au summum de la crise, qui bien sûr, 5 mois avant, on a eu cette attaque du Hamas contre Israël, et progressivement, c'est monté en puissance avec une radicalisation des forces en présence à Sciences Po, et ça éclate ce jour-là, ce 12 mars à Gaza. Vous rapportez des déclarations de la présidente de l'UEJF Sciences Po, Émilie Zerbib. Des rencontres suivront avec la direction de l'époque. Pour autant, est-ce que certains jours ont été compliqué pour les étudiants identifiés soit comme juifs, soit amis d'Israël ou proches d'Israël au sein donc, de l'école à Sciences Po, mais aussi au campus de Menton qui est en pointe dans la défense des droits des Palestiniens. À Sciences Po Paris, il y a eu des difficultés, mais je pense que les étudiants juifs, enfin c'est pas je pense, certains sont plus nombreux. À Menton, donc je rappelle, c'est un des 6 campus de région de Sciences Po qui est spécialisé sur le Moyen-Orient, où il y a 65% d'étrangers. Et là-bas, effectivement, c'est un beaucoup plus petit campus, 350, donc forcément les choses se cristallisent plus facilement. Et on rapporte que effectivement, certains étudiants n'ont plus voulu s'asseoir à côté d'étudiants juifs ou parler avec eux uniquement par intermédiaire. Et d'ailleurs, c'est à Menton qu'un mois après l'attaque du Hamas, il y a eu déjà des polémiques avec l'association Science Palestine qui, sur les réseaux sociaux, décrivait une guerre entre l'oppresseur et l'opprimé, le colonisateur et le colonisé. Alors justement, Caroline Béguet, vous soulignez que la défense de Gaza est aussi la conséquence logique de la place de plus en plus notable au sein de l'école des Post-Colonial Studies, au sein notamment des cours de sciences humaines. Comment est analysé le conflit israélo-palestinien par les professeurs et maîtres de conférences de Sciences Po ? Je pense que ça dépend beaucoup des professeurs. En tout cas, dans les centres de recherche, on a des sociologues qui n'ont pas hésité à brandir des banderoles pour soutenir Gaza sur le campus Saint-Thomas d'Aquin. Chez les juristes et chez les économistes, on est plus en retrait, mais voilà, je dirais que, en tout cas, au sein du corps professorel, il y a une opposition presque de la même manière qu'on peut la trouver chez les étudiants. On voit le conflit comme le dernier conflit colonial ? Je ne pense pas qu'on peut aller quand même jusque-là à Sciences Po. Après, j'imagine que dans certains cours, on peut trouver des professeurs militants, mais je ne pense pas dans l'ensemble. Quel rôle tient dans ce panorama l'association Students for Justice in Palestine, qui est très active aux États-Unis et dont le relais en France a été, on va dire, le fer de lance de la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po ? Elle a été cette association, elle a été créée un peu avant le 7 octobre et elle est reconnue. Elle organise des choses autour de la Palestine. Alors, elle fait des choses dans les clous, avec certains invités, des fois il pourrait y avoir des controverses. Elle a eu un grand rôle et derrière, et avec elle, il y a eu surtout ce comité Palestine qui, lui, est un comité anonyme, officieux et qui est plus adepte des opérations coup de poing. Et puis gravite autour de tout ça aussi des syndicats d'extrême gauche. Et voilà, tout ça est un petit monde un peu différent, mais qui s'agrège pour organiser ces mobilisations qui ont eu lieu l'année dernière. Et qu'en pense la majorité silencieuse des étudiants ?
La majorité silencieuse en pense qu'ils auraient bien aimé aller en cours l'année dernière. Ils pensent aussi que c'est difficile de faire entendre une voix modérée. Ça affecte aussi le prestige de l'école? Oui, parce que l'école, enfin même dans l'esprit des jeunes étudiants qui ont 20 ans, pour eux, c'est toujours cette école du pluralisme, du débat intellectuel. Et quand en mai, après l'Amphigaza, on a l'organisation d'un débat qu'on appelle un town hall à l'américaine et que dans l'amphi, enfin c'est Émilie Zerbib qui raconte qu'on a l'impression d'être dans un match de foot avec deux camps, c'est un peu décevant. Alors, enquêter sur Sciences Po, c'est revenir inlassablement sur l'héritage laissé par l'ancien directeur de l'école entre 1996 et 2012, Richard Descoings, dit Richie. En quoi les réformes profondes lancées sous sa gouvernance, puis prolongées, vous le rappelez bien dans le livre, par ses successeurs, notamment Frédéric Millon, ont provoqué une transformation en profondeur de la composante sociale et politique des étudiants de l'école? Bien, Richard Descoings, il voulait, il le disait, faire de Sciences Po un Harvard à la française. C'était peut-être un peu prétentieux, mais on voit bien l'idée. Donc, il l'a internationalisé. Aujourd'hui, il y a 50% d'étudiants étrangers. Il a fait beaucoup grossir. Il a fait l'ouverture sociale. Donc, forcément, on est passé d'une petite école qui pouvait ressembler à un petit salon bourgeois avec des élèves du 7e qui se préparaient à l'ENA à quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement différent. Donc, la sociologie a changé. Pour autant, 70% aujourd'hui des élèves qui sont reçus à Sciences Po viennent des classes sociales favorisées. Même si les étudiants des écoles privées, des lycées privés ont l'impression d'être un peu les victimes Tout à fait, oui. de Oui, cette ça c'est nouvelle... depuis que le concours a été supprimé et qu'on a recruté sur dossier. Et donc ces grands lycées privés parisiens, enfin publics et privés parisiens, les Henri IV, les Louis le Grand, les Stanislas, les Franklin, se sont aperçus qu'ils avaient de moins en moins d'élèves qui étaient retenus à Sciences Po. Ça s'explique aussi parce que Sciences Po, elle est entrée sur la plateforme qu'on appelle Parcoursup d'orientation dans l'enseignement supérieur et qu'il y a eu beaucoup plus d'étudiants. Et aujourd'hui, seuls 22% des étudiants reçus viennent de l'Île-de-France. Il n'empêche, comme je le rappelais, c'est quand même des catégories sociales très favorisées, même s'il y a une ouverture sociale certaine. Sur le plan politique, vous rappelez ces chiffres, 55% des étudiants de Sciences Po Paris ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle de 2022. Un tropisme que l'on retrouve particulièrement au sein des doctorants et des élèves de l'école de journalisme de Sciences Po. L'extrême gauche a conquis les positions longtemps dominées par la gauche social-démocrate à Sciences Po. Oui, je dirais qu'à Sciences Po, ça a un peu suivi la reconfiguration de la gauche, puisque vous disiez 55% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Au premier tour de l'élection présidentielle 2022, 70% ont voté à gauche. C'était cette même proportion en 2001, quand le candidat de la gauche était Lionel Jospin. Aujourd'hui, on a cette poussée, enfin, c'est le fait qu'il se retrouve plus dans la France insoumise. Et ça se ressent aussi dans les élections syndicales, puisque après l'Amphigaza, à l'issue de cette année marquée par des mobilisations, ce sont les syndicats d'extrême gauche qui ont gagné le plus de sièges. Avec un rapport à la laïcité parmi les étudiants de Sciences Po, une laïcité très libérale et qui pousse certains élèves à en accuser d'autres d'islamophobie. Voilà, exactement. Oui. J'ai un élève qui aujourd'hui a fondé la section du Printemps républicain à Sciences Po, qui dit qu'il arrive à Sciences Po et que c'est la veille des attentats du procès des attentats contre Charlie Hebdo, que le journal publie ses caricatures et que donc il republie sur sa story Instagram. Ce jeune homme, il a 18 ans, c'est après le Covid, il pense que c'est normal et directement ensuite, il se fait... Il est interpellé dans les couloirs de l'école. Il est interpellé dans l'école parce que sur les réseaux sociaux, voilà, on l'a catalogué comme un raciste et un islamophobe. Mais ce ne sont pas des dynamiques que l'on retrouve plus généralement parmi les étudiants d'autres écoles ou d'autres universités. Est-ce que c'est vraiment propre à Sciences Po ? Sans doute c'est pas propre à Sciences Po, on en parle plus parce que c'est Sciences Po, et puis malgré tout à Sciences Po il y a une représentation un peu de tous les partis. On a l'extrême gauche, mais on a aussi l'Uni, on a les jeunes macronistes, enfin c'est beaucoup plus, malgré tout il reste quand même quelque chose de cette pluralité, même si à l'image de la société il y a une polarisation à Sciences Po.
Alors, il y a désormais à Sciences Po plus de femmes que d'hommes, plus d'étudiants étrangers aussi. Vous le disiez tout à l'heure, Caroline Beillet. Interviewée ce matin par France Culture, le nouveau directeur de Sciences Po, Louis Vassy, confirmait sa volonté de poursuivre cette dynamique d'internationalisation de l'établissement. Je le cite, cette diversité n'est pas une faiblesse, mais une force stratégique. En quoi cette internationalisation, outre ses avantages en termes de recettes, pour l'école, a une incidence sur la nature des mobilisations au sein de l'école et aussi sur la nature de certains cours qui sont proposés, notamment toujours en sciences humaines et sociales? Sur les mobilisations, on a beaucoup pu entendre dire que c'était des étudiants étrangers qui étaient à la manœuvre. En réalité, non, ce sont des étudiants français, enfin, d'après ce que l'on m'a dit à l'école et ailleurs d'ailleurs. Parce que ces étudiants qui sont américains, quand ils arrivent en France, ils sont un peu spectateurs de ce qu'il se passe. Ensuite, effectivement, avec ces campus de région qui ont des spécialités géographiques, il y a, enfin, par exemple, on a le plus gros qui est à Reims et qui est la spécialité Amérique du Nord, où là, on a beaucoup de choses qui viennent forcément des États-Unis. Ça, c'est une richesse, mais enfin, certains profs font quand même des réserves en disant qu'en enseignant tout en anglais, par des profs qui parfois ne parlent français et en anglais, on perd beaucoup de saveur. Enfin, bon, après, notamment en termes d'expression écrite. Notamment en termes d'expression écrite, oui. Voilà, de l'art du sous-entendu à la française. Mais après, cette internationalisation, effectivement, elle est pas forcée, elle est logique. Et puis, comme vous disiez, il y a l'aspect recette qui, quand même, ne joue pas pour rien, puisque les étudiants hors Union européenne, ils payent plein pot. Et c'est quand même une bonne manne pour Sciences Po. Merci beaucoup, Caroline Beillet, d'avoir été avec nous. Je conseille vivement la lecture de votre enquête publiée aux éditions du Cerf, La chute de la maison Sciences Po, la crise des élites françaises. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Merci.